Alors bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de là où vous vous trouvez, et bienvenue à ce nouvel atelier dans lequel je vais parler du chemin vers l'autocompassion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chemin de l'autocompassion et de quoi je veux parler exactement? Alors, en fin de compte, une des choses dont beaucoup de personnes manquent, c'est de l'autocompassion. Et c'est encore plus évident chez les personnes qui viennent d'une famille où il y a un parent narcissique ou qui ont été dans une relation narcissique et des fois même les deux. Et en fin de compte, c'est parce que quand on se parle à soi-même, quand on se considère, eh ben, on n'est pas toujours aussi empathique envers nous-mêmes qu'on le serait, par exemple, envers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si je fais une erreur, par exemple, oh là là, je devais partir pour aller acheter des bananes au supermarché, je me suis souvenu de prendre plein de trucs et j'ai oublié les bananes. Qu'est-ce que je suis con quand même. Voilà, on se parle un petit peu trop souvent sur ce ton-là. Et en fin de compte, si c'était une copine ou un copain ou un ami ou une amie qui vous disait, ah bah tu sais quoi, franchement, je devais aller acheter des bananes, j'ai acheté plein d'autres trucs et j'ai oublié les bananes, est-ce que vous lui diriez, par exemple, la vache, mais t'es totalement con? Non, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que c'est de cette façon dont on se parle à soi-même. Alors, il y a le principe de l'autocompassion qui est un principe qui a été inventé par le docteur Neff. Je crois que j'ai déjà parlé d'elle par rapport au cycle de l'abus. Et alors, c'est pas fait pour les relations narcissiques, hein, c'est quelque chose dont elle parle comme ça en règle générale. Donc, à la limite, même si vous n'avez pas été soumis à quelqu'un de narcissique, vous pouvez l'utiliser. Mais j'ai décidé de l'adapter de façon à ce qu'on puisse l'utiliser justement pour ou à propos des relations narcissiques parce que c'est un problème que je vois régulièrement chez mes clients, mes clientes et que je peux lire sur ma chaîne YouTube. Alors le principe de l'autocompassion, il y a trois piliers en quelque sorte. Le premier pilier, ça va être la bienveillance envers soi. L'opposé de la bienveillance envers soi, c'est généralement l'auto-jugement. Alors on va revenir sur tous ces points-là en détail, bien entendu. Ou alors on pourra dire c'est l'antidote à l'auto-jugement. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le deuxième principe, c'est l'humanité commune. Et cette humanité commune, elle est opposée à ce qu'on appelle l'isolement. Et enfin, il y a la pleine conscience qui est opposée, ou qui est l'inverse, ou l'antidote, à la suridentification. Alors maintenant, on va prendre les trois sujets l'un après l'autre. Et donc ça va culminer en fin de compte dans ce qu'on appelle l'autocritique, ce que moi j'appelle le petit lutin, ou le lutin, ou des fois je l'appelle Adolphe, et qui est un petit personnage qu'on a dans notre tête et puis qui nous démonte comme ça un petit peu régulièrement. Donc ça va être tout à la fin de cet atelier. Parce que ce lutin se base en fin de compte sur l'auto-jugement, l'isolement et la suridentification. Donc, pour commencer, la bienveillance envers soi-même. C'est, alors, commencer par être gentil avec vous-même lorsque vous faites ou vous commettez une erreur. Par exemple, oui, encore une fois, j'ai oublié les bananes. Plutôt que de vous dire, qu'est-ce que je suis con, je suis totalement nul, je sais rien faire, etc. Eh ben, allez-y plus mollo. Dites-vous, ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de trucs à faire. Et puis, il a fallu que je pense à ça. Et j'ai peut-être pris un petit peu trop de travail sur moi. Et ça fait que j'ai un peu stressé. Et puis voilà, quoi, j'ai oublié les bananes. Euh, Soyez gentil et doux avec vous-même aussi lorsque vous avez des douleurs émotionnelles, parce que ça, on en a aussi. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre une pause, à faire une pause, en disant, bon, je suis passé au travers de pas mal de trucs, donc je vais être un petit peu gentil envers moi-même, je vais me prendre un bain, ou personnellement, moi, je vais dire, je vais aller jouer à WoW et démonter quelques alliances en PvP. Après, on a tous notre truc, mais soyez gentil et doux avec vous-même
au lieu de vous, en fin de compte, de vous écraser. Ensuite, il faut être indulgent envers vos propres défauts, vos faiblesses ou vos insuffisances. Parce que je suis éventuellement désolé de devoir vous l'apprendre, mais vous n'êtes pas parfait. Et donc, vous avez des défauts, comme tout le monde. Et les défauts, soyez également un petit peu indulgent, hein, vous n'êtes pas parfait. Alors après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler sur certains de vos défauts, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est une catastrophe si, je ne sais pas moi, si vous avez des tas un petit peu partout de votre travail et vous y retrouvez. Tant que vous vous y retrouvez, à la limite, ça va quoi. Hein. Bon, alors maintenant, j'ai plus trop les tas, par exemple, hein, mais c'est quelque chose que j'avais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Je faisais des tas de différents trucs, mes papiers, mes études, mes machins, etc. Surtout que j'avais toujours plusieurs trucs en route en même temps. Et bon, c'est vrai que ça faisait un peu désordre, hein, c'était un petit peu partout. Mais moi, je savais parfaitement dans quel tas étaient quelques, enfin, toutes les études que j'étais en train de lire. Je savais que celle-là, elle était là, etc. Et ça devenait problématique, comme ma deuxième ex-femme, qui n'aimait pas voir les tas, elle remettait tout dans un tas. Alors là, maintenant, je ne pouvais plus rien retrouver. Bref, mais dans ce cas-là, soyez indulgent envers vos défauts en vous disant bon c'est vrai, j'ai des tas partout mais je m'y retrouve, ou alors bon je suis pas un chef cuisinier mais je me suis jamais empoisonné donc c'est bon quoi. Après, libre à vous de travailler ou de ne pas travailler sur certains de ces défauts, mais ne vous jugez pas ou ne vous dénigrez pas parce que vous avez certains défauts, ça sert à rien. Même problème ou même chose, soyez patient avec les parties de votre personnalité que vous n'aimez pas. On a tous des parties de personnalité que, bon, on pourrait faire sans. Je sais pas, moi, après, par exemple, si vous n'êtes pas très sociable, vous n'aimez pas les grandes fêtes, machin, etc., plutôt que de vous dire, oh la vache, t'es totalement nul, dites-vous, bon, moi j'aimerais être plus sociable, mais bon, c'est pas trop mon truc, donc je vais venir tôt à la fête quand il n'y a pas trop de monde, et puis je pars un peu plus tôt avant que les choses ne s'emballent, et puis voilà, quoi, comme ça. Voilà. Et puis après, libre à vous de devenir plus sociable ou d'être satisfait avec cette chose. Donc, à l'inverse de la bienveillance envers soi-même, on a donc, comme vous pouvez vous en douter d'après ce que j'ai dit jusqu'ici, on a donc le jugement de soi. Le jugement de soi, c'est en fin de compte totalement l'opposé. C'est-à-dire que au moment où les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, boum, le jugement tombe. Quand les choses ne vont pas bien ou quand on est dans des moments difficiles, on est super dur avec soi-même. Ouais, mais tu sais rien foutre, t'es encore en train de tout bousiller. On est au contraire impatient avec soi-même. C'est quelque chose que j'ai vu régulièrement avec beaucoup de clients. Surtout les personnes angoissées, en fin de compte, ils sont très impatients avec eux-mêmes. Et c'est un petit peu comme si, bon, mais si on se met d'accord pour un certain travail à faire, par exemple, euh, ils vont être énormément agacés ou en colère envers eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas réussi du premier coup, par exemple. Alors qu'ils ont réussi un petit peu, hein, mais pas tout. Donc là, généralement, je leur dis, mais attendez, plutôt que de vous concentrer sur les choses que vous n'avez pas pu faire, remarquez au moins les choses que vous avez pu faire. Et ça, c'est un petit peu ce principe qu'on peut avoir. On est impatient avec soi-même. Si on ne réussit pas du premier coup, on se dénigre, on se donne des coups sur la tête, et puis voilà. Et donc, on a c'est un petit peu ce lutin, donc ce discours intérieur négatif, et on peut carrément être méchant envers soi-même, quoi. Donc ça, c'est le jugement de soi. Et ça, de toute façon, ça vous servira à rien, et ça vous aidera pas à avancer. Alors, bien entendu, quand vous êtes dans une relation narcissique, euh, il va y avoir certains points où le narcissique va pouvoir jouer sur ces choses-là. Et l'auto-jugement est relié également à l'abus narcissique parce que ça va être... Alors, bon, maintenant, il faut dire que l'autocompassion, c'est pas vraiment quelque chose de naturel dans notre société. Donc ça, je veux bien l'admettre. Mais l'auto-jugement, c'est le mantra de chaque survivant d'abus narcissique. Où on se dit, mais j'ai été bête, j'ai été tellement bête, et pourquoi j'ai pas vu, et pourquoi j'ai pas fait, et, etc., etc. Et comme on va le voir un petit peu plus loin, quand on verra le lutin, eh ben, on va voir que c'est quelque chose, en fin de compte, qui fait que c'est
une façon... Alors l'auto-jugement est le mantra de chaque survivant d'abus narcissique parce qu'on utilise en fin de compte les choses qui nous ont été dites par le narcissique, surtout si c'est des parents narcissiques. Et puis, en fin de compte, on répète ou on se répète ce mantra. Et cela augmente donc la souffrance que l'on a parce que quand ce qu'on fait en fin de compte, c'est qu'on souffre d'une relation narcissique et puis on finit par faire le travail du narcissique. C'est-à-dire que quand c'est pas lui ou elle qui nous tire dessus, eh ben c'est nous-mêmes qui utilisons ses propres mots pour nous faire du mal. Donc c'est super pratique pour le narcissique, bien entendu. Donc l'auto-jugement et l'abus narcissique sont très facilement reliés et très utilisables et très utilisés par le narcissique. Alors maintenant, surtout si vous êtes toujours dans la relation narcissique, si c'est vos parents ou si vous êtes dans une relation toujours narcissique, ça peut être difficile d'avoir de la bienveillance envers soi-même parce que l'abus narcissique ou le narcissique, en quelque sorte, va saper ce travail. Alors, ça peut être des voix intériorisées que vous avez, des agresseurs narcissiques. C'est ce que je viens un petit peu de décrire en disant, ben voilà, on se répète un petit peu les choses qui nous ont été dites. Et puis, il y a la honte du besoin, en fin de compte. C'est-à-dire que quand on a certains besoins, que ce soit un besoin de caresse ou de bisous, etc., le narcissique va vous dénigrer là-dessus, va vous démonter là-dessus, et puis va faire que vous allez avoir honte. Et de même, les défauts que vous avez, les insuffisances que vous avez, elles vont être utilisées comme une arme contre vous. Vraiment, tu vas vraiment t'habiller comme ça? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou tu vas vraiment manger ça? Donc, toutes ces choses, en fin de compte, ces défauts, ces insuffisances que je vous ai dit au début qu'il fallait être un petit peu indulgent, et c'est important justement parce que le narcissique ou la narcissique va utiliser vos défauts et vos insuffisances, et il en trouvera, parce qu'on en a tous. On n'a pas besoin d'être un psychologue euh, excellent psychologue pour pouvoir voir les défauts de chaque personne ou les insuffisances de chaque personne. Donc, vous avez aussi un manque de confiance en vous, et ça non plus, c'est pas un secret, hein. Tout le monde a un manque de confiance en soi. Il n'y a pas que vous. Donc, du coup, le manque de confiance en soi, quand le narcissique verra de quelle nature il est, c'est ce qui va être utilisé comme une arme, et donc il va vous manipuler avec ça, et donc ça va vous plomber encore plus votre confiance en vous. En plus, on vous a vendu un faux récit sur votre personnalité. Le narcissique, que ce soit les parents ou le partenaire, vous ont fait croire que vous êtes comme ci, comme ça, et je ne sais pas trop quoi. Et donc, ça fait que ça rend très difficile le fait d'être patient avec soi-même. Et puis, si la personne se rend compte que, enfin, si vous utilisez de l'autocompassion et que si vous lui dites, ben oui, ben voilà, ben j'ai plus de patience envers moi-même, je ne suis pas parfait, je travaille là-dessus ou ce que vous voulez, et ben cette position, il va la moquer, il va se moquer de vous. Oh là là, ben mademoiselle Chochotte, ou ça va être minimisé, ou vous allez être quasi insulté. Et donc, de toute façon, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, quand il s'agit de vous, hein, ça n'est pas toléré dans les relations narcissiques. Donc, de cette façon, la bienveillance envers soi-même risque d'être sapée et risque d'être, en fin de compte, bousillée par la relation narcissique ou comme suite de cet abus narcissique que vous avez subi. Donc, soyez attentifs à ces choses-là, en vous disant que quand vous commencez à vous dire certaines choses, mais ça on va y revenir donc, en fin de compte, c'est pas vous qui parlez, mais c'est l'abus narcissique qui parle. Alors ces petites voix, justement, que l'on peut entendre, elles viennent d'où? Eh ben, alors déjà, je vais vous rassurer, hein, il n'y a pas que vous, hein, on en a tous, quasi, ces petites voix. Et puis elles peuvent venir de plusieurs endroits différents. Alors elles peuvent venir de la société, des principes de la société, de différentes places à la société, qui est très jugeante.
Elles peuvent venir de la famille, donc elles peuvent venir de votre partenaire, elles peuvent venir de divers facilitateurs qui vont soutenir le narcissique. Après, elles peuvent venir de beaucoup d'endroits, hein. Par exemple, moi j'ai remarqué ou j'ai vu plusieurs, et j'ai entendu plusieurs enseignants qui ont été à l'origine de beaucoup de voix critiques, hein. Ouais, mais tu es totalement nul, mais regarde ce que tu as écrit là, tu comprends jamais rien, etc. Et donc, en fin de compte, dans le domaine de l'enseignant, j'en ai vu pas mal aussi. Mais c'est donc une liste pas exhaustive, hein, vous pouvez la compléter comme vous le voulez. La deuxième partie de cette autocompassion, donc, c'est l'humanité commune. Alors, l'humanité commune, c'est le fait de comprendre que vous n'êtes pas la seule personne à passer ce genre de truc. Si vous regardez les critiques sur mon livre Vivre après une relation toxique sur Amazon, vous allez voir le nombre de personnes qui écrivent c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que je connais, on dirait que vous racontez ma vie, on dirait que vous racontez ma relation, etc. etc. Allez les voir, il y en a plus de 500. Et en fin de compte, dites-vous bien que si j'ai pu écrire ce livre et si j'ai pu décrire chacun d'entre vous, c'est parce que vous vivez la même chose. Je ne suis pas devin, j'aimerais bien, hein, mais c'est tout simplement parce que j'ai écouté ce qu'on m'a dit et j'ai tout simplement remarqué comment les choses se répétaient et se répétaient et se répétaient. Et j'ai vu que c'était des choses que j'avais vécues moi-même. Je me suis dit, bon, ok. Donc, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Tout le monde passe par des situations difficiles. Tout le monde se sent mal parfois. Et il est important de reconnaître et de voir que lorsque quelque chose se passe mal pour vous, vous n'êtes pas la seule personne pour qui ça se passe mal. C'est arrivé à d'autres. Vous n'êtes pas seul à souffrir en quelque sorte. Vous faites des erreurs, beaucoup d'autres personnes ont fait ces erreurs. Vous avez eu un échec, beaucoup d'autres personnes, tout le monde a eu des échecs. C'est comme ça que les gens deviennent des génies. Ils ont eu plus d'échecs que les personnes qui n'est pas devenu un génie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites des erreurs et tout ça, ça fait partie de l'humanité. Ça fait partie du fait d'être une personne humaine. À l'opposé de cette humanité commune, vous avez justement l'isolation, qui est que vous avez l'impression, la fausse impression, donc, que à cause de vos erreurs ou ce que vous avez vécu, ou à cause de vos défauts, ou à cause de vos faiblesses, vous n'êtes pas comme les autres. Les autres, ils sont plus heureux que vous, les autres, ils vivent mieux que vous, la vie des autres est plus facile, etc., etc., etc. Donc cette isolation est en fin de compte le contraire de l'humanité commune. Vous n'êtes pas seul. C'est pas vrai, vous n'êtes pas la seule personne à qui c'est arrivé. Sans ça, on ne pourrait pas écrire tous les livres, on ne pourrait pas faire toutes les émissions de télévision et toutes ces vidéos YouTube sur ce sujet. Vous voyez, c'est pas logique. Donc non, vous n'êtes pas tout seul à avoir ces problèmes. Alors ça veut pas dire qu'ils sont faciles, hein, ça veut pas dire, ça n'a absolument rien à voir avec ça, mais ça veut dire que le problème, c'est pas vous. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de spécialement stupide, ou de spécialement mauvais, ou de spécialement naïf, ou de spécialement ce que vous voulez, que ça vous arrive. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc cette humanité commune, elle est également sapée par l'abus narcissique. Parce que les survivants ont très souvent une grande honte. Ils ont honte d'avoir choisi cette personne, de ne pas avoir vu les voyants rouges, d'avoir accepté ceci, d'avoir accepté cela, de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela. Donc le fait d'avoir fait le choix de cette personne et d'avoir tenu à cette personne, ils en ont très honte généralement. Ou alors, ils ont honte de leur famille. Ils ont honte qu'on leur dise c'est ça ta famille? Dis donc, ils sont tarés ou quoi? Ou alors, si vous racontez à quelqu'un, j'ai pas de contact avec telle et telle personne de ma famille. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi? Ouais, mais bon, parce qu'il s'est passé ceci et cela. Ah oui, mais tu sais, si un jour il meurt, etc., tu vas le regretter. Enfin bref. Donc, il y a toute cette honte à parler de ce genre de choses, et aussi parce que ça peut être difficile. Il y a le fait qu'on se compare aux autres constamment. Ne le faites pas.
Je vous le dis, ne le faites pas, ne vous comparez pas aux autres. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui fait les choses mieux que vous. Euh, et puis, il y a aussi le fait que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup, les abus. Alors, aujourd'hui plus, bien entendu, mais c'est pas quelque chose, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le sujet et qui vont saisir, pourrait-on dire, les vieilles cordes et qui vont être à côté de la plaque. Et puis, il y a aussi ce fait que, en fin de compte, on se disait que ce qu'on voulait, c'était relativement très basique, hein. C'était un papa ou une maman qui nous aime, qui est gentil envers nous, qui nous donne de l'amour, qui nous remarque. Et puis, ou alors un partenaire qui n'abuse pas de nous, par exemple, ou un lieu de travail où les gens sont sympas et où on n'abuse pas de vous non plus. Donc c'est relativement basique, hein. Et puis, ben, du coup, on ne l'a pas eu. Donc tout ça, ça fait que, en fin de compte, les gens ont une tendance à se sentir seuls par rapport à l'abus narcissique et par rapport à ce qu'on vit. Mais c'est pas le cas. De plus, euh, le fait de se sentir seul, ça va amplifier cette souffrance parce que, ben, justement, on se dit, bah oui, ben, je suis nul, je fais des erreurs que personne d'autre ne fait, donc je suis la seule personne à pas pouvoir. Pourtant, c'est simple, hein, j'ai pas pu bâtir une famille, ou j'ai pas pu faire ceci, j'ai jamais pu faire cela, tout le monde le peut, etc. Donc tout ça, ça amplifie la souffrance et ça vous amène rien de bon. Une des choses qu'il va falloir rayer en quelque sorte ou faire attention, ça va être les médias sociaux. Alors, dans les médias sociaux, ça risque de renforcer cette isolation, bizarrement. Et ça risque de renforcer cette isolation parce que quand vous allez voir dans votre fil défiler les photos, oh, bah mon mari, il a été gentil pour notre anniversaire, il m'a offert ceci, cela, c'est le meilleur mari du monde, oh, regardez mes enfants, maman, blablabla. C'est quelque chose qui vous donne l'impression que tout le monde a une bonne vie, tout le monde a une belle vie, les couples sont fantastiques, ils ont des enfants qui sont tout propres et qui font jamais de problème. Et moi, j'ai mes gamins qui sont toujours tout sales et qui font des conneries. Et mon mari, il oublie mon anniversaire. Bref, tout ça, ça risque de vous rappeler des choses relativement négatives. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est dans des trucs comme Facebook, etc., vous pouvez, vous n'avez pas besoin d'enlever ces personnes en tant qu'amis, hein, mais prenez ces trucs prenez ces amis vérifiez-les. Et certains d'entre eux, par exemple, qui sont totalement inintéressants, etc., vous pouvez les virer. Les narcissiques aussi, allez hop. Mais sans ça, les autres qui vous font un petit peu du mal, eh ben, vous pouvez mettre leur fil sous silencieux, c'est-à-dire qu'ils sont toujours vos amis, mais vous ne voyez plus leur poste. Quand vous pourrez les voir, peut-être un jour, vous pouvez toujours les changer ça. Mais pour l'instant, vous ne les voyez pas. Et de même, si c'est des personnes que vous avez dans votre entourage, hein, et que ça vous fait un peu du mal d'aller les voir parce que ben, vous voyez leur famille parfaite, leur gamin parfait, etc., etc., et que vous vous sentez mal après, là, même principe, arrêtez de les voir pendant une période jusqu'à ce que vous soyez revenu un peu plus sur pied et que vous pouvez, en fin de compte, reprendre les relations. Après, il y a la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est une façon d'équilibrer vos émotions, même lorsque les choses vont mal. C'est-à-dire que le problème, c'est que on n'est pas conscient de l'instant présent. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas conscient. Alors par exemple, faites des trucs relativement simples, comme vous posez votre téléphone en mangeant et vous sentez le goût de la nourriture. Quand vous prenez une douche, vous êtes, au lieu de penser à vos problèmes et à ce que vous allez faire aujourd'hui, et il faut que je me souvienne de ceci et de cela, soyez attentif à la douche, soyez attentif, sentez l'eau sur votre corps, sentez ce que ça vous fait, soyez dans l'instant présent, écoutez, ressentez, voyez, sentez. Oui. Utilisez vos sens, vivez l'instant. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que vous prenez une douche d'une heure, non. Votre douche, elle va durer aussi longtemps qu'elle dure d'habitude. Mais pendant que vous prenez une douche, vous prenez une douche. Vous ne faites pas autre chose, votre pensée, elle n'est pas ailleurs, vous ne le faites pas comme ça. Donc, c'est quelque chose qui vous aide
à inclure, dira-t-on, le présent dans votre vie. Plutôt que de perdre votre temps à pleurer sur le passé et avoir peur du futur, ben, vous prenez une douche, ressentez votre douche. Vous mangez, goûtez la nourriture. Je me souviens qu'à l'époque, on ne mangeait pas devant la télévision, ça ne se faisait pas. Et des études ont prouvé qu'en fin de compte, la nourriture ne nous profitait pas autant quand on mangeait devant la télévision. On mangeait plus vite, on ne sentait pas le goût, on mangeait plus, enfin bref. Euh, En fin de compte, c'est une très mauvaise idée. Donc c'est vraiment quelque chose à inclure dans chaque moment de votre vie et ça également lorsque les choses vont mal. C'est-à-dire que lorsque les choses vont mal, ouvrez-vous à vos sentiments. Ressentez-les. Parce que tout le monde peut être gourou de la pleine conscience les jours où tout va bien. C'est relativement facile. Mais même principe. euh, Ressentez vos sentiments. Il ne faut pas les réprimer. Il ne faut pas vous dire, oh là là, ça y est, c'est en train de me revenir, je vais mettre ça de côté et je vais continuer à mon travail. Non, faut pas les réprimer. Il faut les vivre. C'est vos sentiments. Comprenez-les. Comprenez vos sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi vous le ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les exagérer, ça ne veut pas dire je me concentre sur mes sentiments et je les laisse augmenter. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement vivez-les. Vous les ressentez, il y a bien une raison. Alors, ils vous disent quoi, ces sentiments? Qu'est-ce qu'ils vous indiquent? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous êtes obligé de ressentir ces sentiments pour pouvoir les traiter, pour pouvoir savoir est-ce que vous pouvez y faire quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez y faire, qu'est-ce que vous devez accepter, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que ça. Mais pour ça, il faut savoir vos sentiments, il faut les connaître. Donc, ressentez-les. Donc, la pleine conscience, c'est dans le positif, dans le neutre et dans le négatif. C'est dans toutes les circonstances de la vie. À l'inverse de la pleine conscience, vous avez donc la suridentification. Et la suridentification, ça veut dire que quand il vous arrive quelque chose de négatif ou que vous faites une connerie ou ce que vous voulez, eh ben vous allez vous identifier avec cette bêtise. Bah, je suis nul. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait. Ou alors, bon, bah, je ne mérite pas d'être aimé.